Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Monsieur le vice-président de l'OFNAC, monsieur le directeur général de l'ISM, messieurs les panélistes, mesdames, messieurs les enseignants, mesdames, messieurs les encadreurs, mesdames, messieurs les étudiants, mesdames, messieurs les invités, je m'en vais, comme d'habitude, vous faire une présentation institutionnelle de l'OFNAC. Mais auparavant, je voudrais, à mon tour, à la suite de monsieur le vice-président, remercier l'ISM de nous avoir accueillis ici pour la première journée de la quinzaine nationale de lutte contre la corruption. Et nous sommes toujours là, en cette deuxième journée, justement, pour partager avec vous ce que nous considérons comme un préalable au développement économique et social de notre pays. On a l'habitude de dire que la lutte contre la corruption conditionne le développement et la sécurité de nos pays. C'est pourquoi l'année dernière, les Nations Unies avaient choisi comme terme développement, paix et sécurité. Ces trois éléments sont consubstantiels au développement, sans quoi on ne saurait asseoir les conditions d'un bon développement. Parce que le développement ne saurait faire l'économie de la sécurité. On ne peut pas asseoir un développement dans l'insécurité, on ne peut pas également asseoir un développement dans la corruption. La corruption étant l'élément le plus important, ou l'un des éléments les plus importants, si on veut véritablement protéger nos ressources. Et ces ressources que nous devons protéger nous sont très chères. Nous sommes un pays en développement, nous envisageons l'émergence, nous devons donc nous préparer justement à sauvegarder nos ressources, à les préserver pour asseoir les conditions d'un développement qui partirait de nos propres ressources. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays en développement, en tout cas la plupart, sont victimes de ce que j'appelle l'endettement massif. Et cet endettement est de nature justement à compromettre ou tout au moins à hypothéquer les conditions de notre développement. Donc, je voudrais sans tarder vous présenter, vous faire une présentation institutionnelle de l'OFNAC. Comme vous le savez, l'OFNAC est une institution qui a été créée par l'autorité. Il répond justement à une volonté de l'autorité, à une volonté également de l'opinion d'asseoir les conditions d'une gestion transparente de nos ressources. Cette création résulte des fondements juridiques. Comme vous le savez, il y a un certain nombre de dispositions juridiques qui fondent justement la lutte contre la corruption. Il y a les dispositions juridiques internationales, il y a les dispositions juridiques nationales. Il y a également, comme je l'ai dit tout à l'heure, une volonté politique affirmée de l'autorité et la volonté également de l'opinion d'asseoir les conditions d'une bonne gouvernance. Et je vous parlerai également du statut et des missions de l'OFNAC, de l'Assemblée de l'OFNAC, de ses prérogatives et des garanties liées à l'indépendance de l'OFNAC et de ses membres. Et je vous parlerai également de l'organisation de l'OFNAC au niveau interne et au niveau de ses relations avec les autres institutions. Alors, la création de l'OFNAC est la résultante, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une volonté politique affirmée en faveur du respect des engagements internationaux souscrits par notre pays, de l'application rigoureuse des textes pertinents de l'ordonnancement interne et de la satisfaction d'une exigence citoyenne de plus en plus pressante.
Alors, comme je l'ai dit tout au début, il y a un certain nombre d'instruments internationaux qui président à la création de l'OFNAC. Cette création met le Sénégal en phase avec la recommandation de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Et cette Convention des Nations Unies, communément appelée Convention de Mérida, est l'acte fondateur de la lutte contre la corruption à l'échelle mondiale. Elle a été adoptée le 9 décembre 2003 à Mérida, au Mexique, et ratifiée en 2005 par la loi 2005-11 du 3 août 2005. Vous vous rendez compte que le mois de décembre est symbolique pour l'OFNAC. C'est pourquoi d'ailleurs le 9 décembre de chaque année est consacré justement à la journée internationale de lutte contre la corruption. Alors nous avons aussi, parmi les instruments internationaux, la Convention de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption, qui a été adoptée le 11 juillet 2003 à Maputo et ratifiée par la loi 2007-9 du 15 février 2007. Nous avons également un instrument régional, à savoir le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption, qui a été adopté le 21 décembre 2001 et ratifié par la loi 2015-16 du 6 juillet 2015. Alors, nous avons toujours parmi ces engagements un instrument intercommunautaire, le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, issu de la directive 1-2009-CM du mois du 27 mars 2009. Alors, tous ces instruments internationaux, cités plus haut, combinés à la volonté politique des autorités sénégalaises, a donné naissance aux instruments nationaux, à savoir la loi 2012-30 du 22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. La loi 2012-30 du 28 décembre 2012 créant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et tous les textes qui ont été adoptés dans la même semaine. Alors, j'ai parlé de la volonté politique. La création de l'OFNAC résulte de la rencontre de trois volontés, comme je l'ai dit. Une volonté politique du chef de l'État, d'instaurer une gouvernance sobre et vertueuse des affaires, une volonté du gouvernement de respecter ses engagements internationaux et une forte exigence, je devrais même dire une forte pression populaire pour la transparence et l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Alors, on en vient au statut et mission de l'OFNAC. L'OFNAC est une autorité administrative indépendante, rattachée à la présidence de la République. Comme vous le savez, toutes les institutions sont rattachées à un secteur ou à en tout cas un espace dédié. Et l'espace de l'OFNAC est l'espace le plus élevé de l'administration sénégalaise, donc la présidence, l'espace présidentiel. Même si on n'a pas d'atome crochu, comme on dit avec la présidence proprement dite, ou en tout cas les activités de la présidence. C'est une activité indépendante, autonome de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. L'OFNAC est doté d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. Donc, dispose d'une autonomie de gestion. L'OFNAC remplace, de ce point de vue, la Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion. Vous vous souvenez de cette commission nationale qui n'avait pas toutes les prérogatives qu'a l'OFNAC aujourd'hui pour piloter dans ses missions. Alors, il s'agit donc là d'une volonté d'inscrire la lutte contre la corruption dans la durée. Alors, il y a quelques dates repères que vous pouvez voir dans le site de l'OFNAC. Je n'ai pas besoin de revenir, la nomination de la première présidente, celle de la deuxième et tous les actes qui sont liés à ça. Je dois dire aussi que l'OFNAC reste une institution très jeune. Créée en 2012, l'OFNAC n'a pu démarrer ses activités qu'en 2014. Entre 2014 et 2020, vous imaginez que le temps est restreint, en tout cas
pour permettre à une institution comme l'OFNAC de pouvoir se déployer dans toute son envergure. Donc c'est justement cette situation qui fait que l'OFNAC de plus en plus est en train d'investir les secteurs et les territoires pour trouver des partenariats dynamiques avec les différents secteurs pour asseoir justement les conditions d'une gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques. Alors l'OFNAC est partie intégrante d'une RIUCAO, c'est le réseau régional de lutte contre la corruption, dont l'OFNAC assure le secrétariat permanent. L'OFNAC est également partie prenante dans l'association des autorités africaines de lutte contre la corruption, ACA, dont l'OFNAC a organisé d'ailleurs la 3e Assemblée Générale il y a 2 ans au Sénégal, en 2018. Et l'OFNAC est également membre du Forum des inspecteurs généraux d'État. Alors, parmi ces missions, l'article 2 de la loi 2012-30 confie à l'OFNAC 2 missions principales. Une mission de prévention, une mission de lutte contre la corruption. Vous voyez que ces 2 piliers constituent véritablement la plateforme d'action de l'OFNAC, en particulier le pilier prévention. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour travailler sur la prévention et faire en sorte que l'OFNAC n'ait pas toujours à recourir à la répression, c'est-à-dire la lutte contre la corruption. Mieux vaut prévenir que guérir, a-t-on l'habitude de dire. Il est bon que nous travaillons sur des axes de prévention pour permettre à tout le monde d'être sensibilisé, informé, renseigné sur les questions de corruption, sur les pratiques de corruption, sur les manifestations de la corruption en fonction des secteurs et des territoires. Alors, mais son champ de compétences déborde le cadre de la lutte contre la corruption pour prendre en compte les infractions connexes, les pratiques assimilées. Monsieur le directeur général les a évoquées tout à l'heure dans son discours. Alors, la loi 2012-30 précise que l'OFNAC peut recommander des mesures législatives, réglementaires ou administratives tendant à promouvoir la bonne gouvernance. Vous voyez que l'OFNAC n'est pas seulement dans la répression et dans l'application, mais aussi dans la proposition de mesures administratives et réglementaires pour permettre quand même à l'autorité de mieux asseoir les conditions d'une gestion transparente, en tout cas d'une bonne gouvernance des ressources publiques. L'OFNAC formule des avis à la demande des autorités administratives sur les mesures de prévention de la corruption. L'OFNAC formule également dans le cadre de son rapport d'activité annuel des propositions de mesures tendant à prévenir la fraude et la corruption. Alors quand on parle de rapport d'activité, beaucoup de Sénégalais pensent que c'est un rapport diversifié ou un rapport pluriel. C'est un seul rapport que l'OFNAC remet chaque année au chef de l'État, qui donne une idée de l'ensemble des activités menées par l'OFNAC et des enquêtes également, une synthèse, en tout cas un résumé des enquêtes menées par l'OFNAC. C'est pour cela que le travail qui est fait ici sera répertorié dans le document qui va être soumis à l'appréciation du président comme étant partie prenante justement des actions menées pendant l'année par l'OFNAC. Alors, la loi 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Et vous savez que l'OFNAC dispose de cette loi-là qui porte sur la déclaration de patrimoine, qui date de 2014, qui donne à l'OFNAC la responsabilité de recevoir, traiter et conserver les déclarations de patrimoine des personnes assujetties. Vous vous rappelez la sortie du président demandant au ministre de faire leur déclaration de patrimoine. Et c'était assorti d'un ultimatum d'ailleurs, parce que le président avait parlé du 31 août 2020. Donc vous comprenez bien que l'autorité est également sensible à cette question de déclaration de patrimoine, à cette question de contrôle des avoirs des responsables qui ont la responsabilité en tout cas de gérer les affaires publiques. Alors, la loi 2012-30 donne à l'OFNAC la possibilité de collecter, d'analyser
et de mettre à la disposition des autorités judiciaires des informations sur des faits de corruption. Alors là, intervient une autre forme de rapport, les rapports d'enquête, qui peuvent être pluriels. Il peut y avoir plusieurs rapports d'enquête dans l'année, et ces rapports sont remis à l'autorité judiciaire, en particulier au procureur, qui en décide. Il décide du sort à réserver à ces enquêtes-là. L'OFNAC reçoit les plaintes et dénonciations des personnes physiques ou morales. Donc nous avons dans le dispositif de l'OFNAC une plateforme ou un réceptacle pour recueillir les plaintes et dénonciations faites par les citoyens sénégalais portant sur tel ou tel acte de corruption, ou en tout cas tel acte soupçonné de corruption. L'OFNAC peut se saisir d'office de tout fait de corruption ou de fraude également. Alors, autre mission, à côté des missions issues de l'acte fondateur de l'OFNAC, l'OFNAC assume aussi une fonction de représentation du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. L'OFNAC est le point focal de ce mécanisme d'examen de l'application de la Convention contre la corruption. Alors, la composition de l'OFNAC. L'OFNAC est composé de 12 membres d'abord, dont le président et le vice-président. Le président et le vice-président, qui sont là, présents par vous, la présidente était là hier, le vice-président est là, dans l'assistance, sont dans l'exécution quotidienne des activités de l'OFNAC. Donc, ils ont pour tâche justement de veiller en relation avec le secrétaire permanent à l'exécution des activités de l'OFNAC, des activités quotidiennes. Donc, les membres sont nommés par décret pour une période de 3 ans, renouvelable une fois. Le renouvellement se fait par moitié tous les 3 ans. Vous savez, récemment, on a changé 6 membres de l'OFNAC, de l'Assemblée, qui ont été remplacés parce que leur mission s'est achevée cette année et il a fallu les remplacer par de nouveaux membres qui sont actuellement en activité au niveau de l'OFNAC. Alors, les 12 membres composent l'Assemblée de l'OFNAC, qui définit les orientations majeures de l'institution et constitue l'instance de délibération et de prise de décision. Alors, pour lui permettre d'assumer pleinement ses nombreuses missions, le législateur a accordé à l'OFNAC d'importantes prérogatives dans l'exécution de ses missions de prévention et de lutte contre la corruption, c'est-à-dire de répression. Il s'agit de recueillir tout témoignage, information, document, sans que le secret professionnel ne lui soit opposable. L'OFNAC donc peut recueillir tout acte susceptible de lui attester justement de la véracité en cas de l'acte de corruption dans tel ou tel secteur. Donc l'OFNAC peut en tout cas recueillir ce document, ces avis, sans que le secret professionnel ne lui soit opposable. L'OFNAC peut demander aux banques et établissements financiers des renseignements sans que le secret bancaire ne lui soit opposable. Donc, l'OFNAC peut contrôler n'importe quelle banque, dans n'importe quelle institution financière, sur n'importe quel citoyen. Vous voyez, donc, c'est important comme prérogative. L'OFNAC peut entendre également toute personne présumée ou d'avoir pris part à des faits de fraude, de corruption ou d'infraction assimilée. Alors, toujours parmi les garanties pour l'OFNAC, il s'agit d'assurer l'indépendance de l'OFNAC et de ses membres à travers des garanties significatives qui leur ont été octroyées par la loi. Dans l'exécution de leur mission, les membres ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Je vous disais tout à l'heure que nous avons un point d'ancrage, un pôle d'ancrage au niveau de la présidence. Mais nous ne recevons d'instruction d'aucune autorité. C'est très important de le savoir. Les membres de l'OFNAC ne peuvent être poursuivis, arrêtés ou jugés dans l'exécution de leur mission ou à l'occasion des avis qu'ils formulent.
il ne peut être mis fin avant terme au mandat d'un membre qu'en cas de démission, de décès ou de faute lourde constatée par l'Assemblée des membres. Seule l'Assemblée des membres est habilitée à démettre un membre, en tout cas à relever un membre de ses fonctions. Alors, toujours parmi les garanties, nous avons la loi que j'ai évoquée tout à l'heure. La loi en elle-même est une garantie, parce que l'OFNAC a été créé sur la base d'une loi, la loi 2012-30 du 28 décembre 2012. L'OFNAC dispose d'une autonomie financière. Et l'OFNAC, effectivement, soumis à la réduction des comptes, reddition des comptes. Et dans le cadre de cette reddition des comptes, l'OFNAC publie un rapport d'activité annuel, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ce rapport qui est remis au chef de l'État tous les ans. Et l'OFNAC fait également travail à transmettre des rapports d'enquête. Et ces rapports d'enquête sont transmis au procureur de la République. Alors, dans l'organisation, je dois rappeler que l'OFNAC, malgré tout le public qui se fait autour, n'est animé que par 90 agents, tout confondu, du petit personnel aux membres. Donc 90 agents pour gérer 16 millions de personnes et une administration quand même qui est répartie à travers le pays. Vous imaginez la difficulté d'avoir en tout cas les leviers qu'il faut pour assurer cette mission. Mais l'OFNAC travaille justement à faire un maillage national à travers le pays, malgré la modicité justement de ses ressources humaines. Alors, l'OFNAC dispose d'un secrétariat permanent. Le secrétaire permanent était là hier parmi nous, qui assure la coordination des activités des départements et autres structures et contrôle la qualité des actes, documents et projets soumis à la signature de Madame la Présidente ou de Monsieur le Vice-président. L'OFNAC dispose aussi de services rattachés directement au président, tels que le bureau des plaintes et dénonciations, que je viens d'évoquer tout à l'heure, l'audit interne, le contrôle de gestion, la cellule de communication et des relations publiques. L'OFNAC dispose aussi de départements tels que le département prévention, qui mène des actions de sensibilisation et d'information et d'éducation. C'est ce département d'ailleurs qui a été à l'initiative justement de cette rencontre, parce que nous travaillons beaucoup dans la prévention. Et donc, tout le dispositif de prévention est mis en alerte justement pendant la quinzaine pour travailler avec les citoyens sur les questions de corruption. L'OFNAC organise aussi des ateliers de co-construction avec les acteurs, assure la prévention en milieu scolaire et universitaire, comme c'est le cas aujourd'hui, la prévention également en milieu informel, au niveau des gares routières, des marchés, etc., organise des ateliers sectoriels ciblés, notamment sur le foncier, sur l'environnement, sur la pêche, sur toutes les questions qui sont susceptibles d'interpeller l'opinion en termes de communication ou de bonne gouvernance. L'OFNAC organise aussi une communication de masse à travers les rassemblements, les événements religieux, etc. L'OFNAC assure aussi une mission de veille, une veille stratégique et une recherche-action à travers le dispositif de prévention. Donc, de ce point de vue, l'OFNAC organise, en relation avec le secteur universitaire, justement, des plateformes d'échange, de dialogue, susceptibles, en tout cas, de permettre de dégager des pistes de réponse aux questions que les gens se posent sur les problèmes de corruption. Alors, l'OFNAC dispose aussi d'un département investigation. Ce département n'est pas présent ici, parce que ce département, c'est celui qui est le plus craint au niveau de l'OFNAC, parce qu'il fait les investigations. Et ils sont d'une discrétion telle qu'on les rencontre sans les connaître, ou sans les reconnaître ici. Mais c'est des gens qui sont souvent sur le terrain et qui font des investigations en fonction, en tout cas, des demandes faites, des plaintes, dénonciations, ou même de l'autosaisine que l'OFNAC peut faire. Ce département mène des enquêtes, audits et investigations, organise des auditions des plaignants et des protagonistes, organise des missions de terrain. Et ce département est composé de magistrats, de gendarmes, d'officiers de gendarmerie, de policiers,
d'inspecteurs de police, etc., d'analystes financiers, en tout cas, tout le dispositif susceptible véritablement d'organiser la manifestation de la vérité sur des actes de corruption. Alors, nous avons un autre département, c'est celui de la déclaration de patrimoine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un département important également dans le dispositif de l'OFNAC, parce que ce département réceptionne les déclarations de patrimoine, les traite et les conserve. Et sa mission, ou ses missions sont la sensibilisation sur la déclaration de patrimoine, assister les assujettis dans le processus de dépôt de leur déclaration de patrimoine et assure le suivi et la mise à jour du système de déclaration de patrimoine. Alors, nous avons un autre département interne, mais également en relation avec l'extérieur, c'est le département administration et finances, qui donc met en place le budget et les moyens généraux, assure la gestion financière, la gestion des ressources humaines, etc. Alors, je reviens sur le bureau des plaintes et dénonciations. Ce bureau réceptionne les plaintes et dénonciations des personnes physiques, qui peuvent être des anonymes également. Les plaignants peuvent être, notamment les dénonciateurs peuvent être des anonymes, et des plaignants aussi peuvent être des anonymes. L'OFNAC garantit justement la confidentialité des éléments déposés auprès de lui et des agents ou des personnes qui déposent ces plaintes ou dénonciations. L'État organise la mise en état, organise la mise en état des dossiers et assure le suivi du retour d'informations vers le plaignant sous la forme d'une lettre explicative. L'OFNAC est tenu de respecter justement cette clause qui l'oblige justement à faire une lettre explicative ou un accusé de réception au plaignant. Alors, toujours le bureau des plaintes. Dans le mode de saisine du bureau des plaintes, nous avons le dépôt par courrier, postal, courriel, par fax, par téléphone, en ligne directe, numéro vert 800 009 de 8h à 17h. Et l'OFNAC dispose également d'une interface web, un site web www.ofnac.sr. Je pense que beaucoup parmi vous ont dû peut-être consulter le site de l'OFNAC. Ceux qui ne l'ont pas encore fait peuvent le consulter. C'est très important parce que tout ce que je viens de dire est consigné sur le site de l'OFNAC, y compris les actes qui sont posés par l'OFNAC. Alors, vous avez là donc l'organigramme de l'OFNAC que vous pouvez utiliser. Et nous pouvons dire, en conclusion, que l'OFNAC a d'importantes missions en matière de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, les infractions assimilées du commerce. Il s'appuie sur des ressources aguerries et a développé des procédures internes très strictes pour protéger les données sensibles qu'il conserve et la confidentialité des informations qu'il manipule. Il mène à bien ses missions en faisant usage de prérogatives substantielles que lui confère la loi dans le respect des principes qui guident toute enquête. Et parmi les principes, il y a le principe de présomption d'innocence. Donc l'OFNAC ne peut pas accuser péremptoirement quelqu'un. Il y a toujours ce principe de présomption d'innocence qui fonde en tout cas la démarche de l'OFNAC. Tant que le procureur n'aura pas prononcé justement un verdict par rapport à tel ou tel acte. Alors, cependant, l'OFNAC n'est pas un organe de poursuite. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'OFNAC ne poursuit. L'OFNAC met à disposition ces documents d'enquête auprès du président, auprès du procureur, qui apprécie justement la suite à donner. Il reste un organe d'investigation et d'enquête. Le procureur de la République reste le seul maître des poursuites. En outre, il ne dispose pas pour le moment, je dis bien pour le moment, parce qu'une révision est en cours par rapport à certaines prérogatives de l'OFNAC. L'OFNAC ne dispose pas de certaines prérogatives utiles à la conservation de l'intégrité des éléments de preuve dans le cadre des enquêtes, saisies, perquisitions, de même que l'utilisation des techniques spéciales d'enquête comme les filatures, etc. Une réflexion est en cours
pour formuler des recommandations, des propositions de nature à réformer l'efficacité des procédures mises en place. Vous voyez donc que la réflexion est toujours en cours. Je pense que toutes les semaines, il y a des questions qui sont agitées au niveau de l'OFNAC qui permettent d'envisager des propositions à l'autorité pour améliorer les textes, en tout cas en fonction des mutations qui s'opèrent au niveau de notre société. Alors, nous avons le décret 18-2034 du 5 juillet 2018 qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de l'OFNAC. Nous avons également un plan stratégique 2017-2021 qui est en élaboration actuellement. Et nous avons surtout la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Cette stratégie agrège toutes les compétences, tous les secteurs, tous les territoires et qui met en synergie l'ensemble des acteurs qui doivent travailler sur les questions de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Cette stratégie est un instrument important et qui vous sera présenté au fur et à mesure. Et vous aurez peut-être à participer à la mise en œuvre de cette stratégie quand il s'agira d'inviter justement les différents secteurs à participer à cela en termes de propositions, en termes de propositions stratégiques, sectorielles ou territoriales, en termes de budget à mettre en œuvre pour assurer une bonne veille et une bonne alerte sur les questions de sécurité. Donc voilà, monsieur, mesdames, messieurs, les éléments que je voulais porter à votre attention en estimant qu'il s'agit là d'une simple synthèse et que dans les débats, nous pourrons revenir sur tout ça pour vous donner de plus amples explications. Donc je vous remercie de votre attention. Voilà, merci. Donc, comme on a des invités qui ne parlent pas le français, on voudrait peut-être en quelques minutes, si c'est possible, de rappeler en Wolof, peut-être, si c'est possible. Merci bien, M. Diop. Waaw, effectivement, xam nga ñun dañuy contextualiser suñu intervention. Bu fekkee milieu universitaire la, dañ naan xëy na bu ñu waxee français nit ñi dinañ ko kii. Mais comme li mu ko waxee, dina am solo ñu résumer leen li ñu wax en français fii ci milieu bi. Ndax dañ bëgg ñëpp jot ndax liggéey OFNAC liggéey la boo xam ne plateforme partagée la maanaam dafa instrument la boo xam ne ku ci nekk rek war na ci gis boppam ku nekk war na xam li OFNAC di liggéey pour participer ci lutte bi ndax chaque Sénégalais chaque citoyen dafa war a doon sentinelle de la corruption sentinelle boo xam ne dafay xool li am ci réewam li am ci dëkkam li am ci goxam pour que di remonter information bi maanaam di jokkoo ak OFNAC ci question de corruption ndax corruption dafa doon loo xam ne dafa diffus ci société maanaam dafa dugg ci société bi ba nga xam ne territoire bu nekk espace bu nekk am na manifestation yuy am de corruption ou d'acte de corruption yoo xam ne OFNAC xëy na mënu ko maîtriser totalement mais de façon sectorielle nit ñi dinañ ko mën a identifier ni lii la corruption di doxee ci gox bi moo tax ñuy associer ñëpp ci corruption bi loolu tax nag ñun OFNAC am ay instruments yu mu def en place yoo xam ne daf ko sukkandiku dafa sukkandiku ci instrument international maanaam convention des Nations Unies contre la corruption mooy convention de Mérida bi nga xam ne biñ ko signé ba léegi gouvernement bi daf ci taxaw pour ñu appliquer ko ni ko yeneen gouvernement yi appliqué ndax en 2017 déjà 186 pays du monde dugg nañ ci convention boobu kon nga xam ne corruption pays yëpp la du Sénégal rek ndax corruption dafa doon loo xam ne dafa doon national dafa doon transnational maanaam tey li ñuy xeex fii ci gox-goxaan yi moom la addina bi di xeex ci paradis fiscaux yi maanaam mooy fi nga xam ne les grosses comptes ñi nga xam ne ñooy yor alal di dëgg buñ ngeen rawalee seen xaalis mbaa ñu bukk nëbb dañuy dem dugal ko ci paradis fiscaux yi loolu nag dafa doon loo xam ne pour nga xeex ko il faut ngeen lëkkaloo ngeen ànd mun ci xeex muy pays développé comme pays en développement daf ko war a xeex mais loolu Sénégal rek mënu ko xeex moo tax convention internationale ko dafa am lu mu ci wax
ba pare nag mu am benn rappel boo xam ne Kuala Lumpur dafa joxe ay ndigal ci ñu def ay stratégie voilà loolu nag taxawaay boobu nga xam ne ci réunion Kuala Lumpur bi la jógee dañ ne pays bu nekk na xool nan lay asseoir stratégie xam nga pays yi bokkul Sénégal bokkul ak Japon bokkul ak Chine bokkul ak kii dañuy xool ñun ci suñu contexte suñu réalité socio-économique suñu réalité culturelle nan la ñuy xeexee corruption moo tax ñu def lu mel nii ànd ak nit ñi mun a jokkoo pour xeex corruption yooyu daal mooy élément yi nga xam ne ñun bëgg nañ ko partager ak yéen leneen ni nag mooy contenu démarche stratégie yi ñuy def ndax OFNAC mi koy liggéey li ñuy rëy 90 personnes te 90 personnes yooyu koy liggéey mun nañ ne petit personnel bi ba ci président ak vice-président y compris les membres nga xam ne bëriwuñ comme que bëriwuñ nag dañ naan tey buñ ko buggee xeex de façon efficace dañuy jokkoo citoyen yi ñu di ñu renseigner ñuy waxtaan ak ñoom ñu di ñu jox seen xalaat di ñu jox li ñuy gis ci réew mi ñun ñu mun ko jël en compte bu dul loolu dañuy nekk fii OFNAC nekk fii ñii yaakaar ne OFNAC liggéeyu alors que OFNAC a ngi liggéey mais liggéey boo gis na ci fekk loxo borom te borom liggéey bi dëgg mooy citoyen buñ participer rek xam ne OFNAC mun na ànd ak ñoom rek liggéey bi day gën a baax ndax bu ñu defaree école boo xam ne niñ ko defaree jaaduwul ou bien budget biñ ci prévoir woon amul mais citoyen ñoo ko mun a wax OFNAC ndax waa OFNAC xamuñu nan la demee mais bu citoyen di contrôler moo tax ñu naan toujours contrôle citoyen loolu moom question la yoo xam ne dinañ ci dellu si waat pour gën koo waxtaan gën ko xóotal pour ku nekk rek xam rôle bi mu war a assumer ci lutte contre la corruption et bonne gouvernance de façon générale ñu bëri tamit dañuy juum ci li OFNAC di liggéey ndax OFNAC corruption lay xeex administration dafa am ay mécanismes de lutte contre la malgouvernance de façon générale am na ñoo xam ne Cour des comptes am na CENTIF am na inspection générale d'État am na inspection des finances et cetera ku ci nekk rek am na ARMP marché yeeg yooyu ku ci nekk am na looy xeex mais OFNAC moom liñ ko jox mooy corruption bi na ko xeex léegi-léeg nag ñu jot ay kii yoo xam ne comme ko waroon a jëmale wuñ ko fa mais OFNAC bu ko jotee dina expliquer lan mooy rôle am ci mbir bi moo tax daal ñu war a xam ne rek OFNAC moom yéen la fi nekkal yéen la bugg a àndal liggéey mais nag il faut muy am remontée de l'information nit ñi di ko jot. Voilà donc en résumé ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant dans les détails, dans les explications, on aura l'occasion de dire. Merci beaucoup, Monsieur Kassé, pour cette intervention claire, précise, en français comme en wolof. Bienvenue aux étudiants de IMC, Institut de Management et de Communication, qui sont aussi venus pour participer, étant dans la formation professionnelle, étant dans la communication, ils pourraient constituer des vecteurs importants pour passer des messages en ce qui concerne ce travail ô combien important de l'OFNAC. Merci. Le directeur de cabinet du maire de Malicounda est présent, à la personne de Monsieur Ndiaye. Merci Monsieur Ndiaye de nous rejoindre pour ce travail que nous menons auprès de l'OFNAC et auprès des populations pour accompagner les jeunes. À présent, nous allons passer à une autre communication, une autre intervention. Monsieur Ibrahima Niang. Monsieur Ibrahima Niang va s'installer. Monsieur Ibrahima Niang est représentant de Transparency International et du Forum Civil Amour. Nous allons aussi l'entendre sur
tout ce travail qui est en train d'être fait, nous aider à comprendre le travail de Transparency International qu'il représente, l'activité du Forum civil de Mbour et comment est-ce que les jeunes peuvent être associés à ce travail, notamment en ce qui concerne l'enseignement supérieur, comme cela a été indiqué par le vice-président de l'OFNAC tout à l'heure, qui doit constituer un rempart pour prévenir corruption et fraude dans le milieu de l'enseignement supérieur. Monsieur Ibrahim Agnan, vous avez la parole. Salam alaikum wa rahmatullah. Monsieur Nyan, vous allez intervenir et juste avant, monsieur le directeur de l'ISM aura certainement un petit mot avant de vous donner la parole. Monsieur le directeur. Ici, je prends la parole au titre de la modération que j'assure en ce moment. C'était tout d'abord pour vous présenter monsieur Niang. Monsieur Niang est juriste de formation, ça a été un peu annoncé dans mon discours d'ouverture. Il s'occupe des questions de bonne gouvernance. Il est membre du conseil d'administration du Forum civil et il s'occupe des questions de transparence. Il est très actif au niveau du département parce que c'est lui qui en assure la coordination pour les questions de gouvernance. Je m'avais donc lui livré la parole pour qu'il nous expose sa communication. Monsieur Niang. Merci, directeur. Je salue toute l'assistance. Permettez-moi avant tout de saluer quelques personnalités ici présentes, notamment M. Cheikh Tidiane Mara, qui est le vice-président de l'OFNAC. L'OFNAC avec qui le Forum civil noue un partenariat très ancien, très important dans le domaine de la lutte contre la corruption. M. Mara transmettait les sincères salutations du Forum civil de M. Birahim Seck à travers moi à la présidente de l'OFNAC. Remercier également mon cousin à plaisanterie, M. Mbeng, que j'ai connu il y a quelques jours. Remercier aussi M. Bey, que j'ai rencontré lundi passé pour discuter des tenants et des aboutissants de ce panel. Remercier en même temps mon ami et frère, un collègue du Forum civil avec qui j'ai cheminé, avec qui j'ai partagé beaucoup d'activités au niveau du conseil d'administration, M. Saludo, ici présent, qui travaille maintenant à l'OFNAC. Remercier enfin M. Dior, qui m'a contacté la semaine dernière par le biais de Adamo Majorfal pour donc animer ce panel ici à l'occasion de la journée mondiale de la corruption. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre qui célèbre la journée mondiale des droits de l'homme. Hier, nous étions le 9 décembre par rapport à la journée mondiale de lutte contre la corruption. Au Sénégal, en Afrique en particulier, nous avons également le 11 juillet par rapport à la Convention de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption, qui est un phénomène très ancien, un phénomène qui fait beaucoup de ravages sur le plan éthique au niveau de nos sociétés. Ma communication sera axée sur 5 principaux points. Le premier point portera sur le cadre juridique de la corruption. Le deuxième point fera une définition des concepts de corruption, de concussion et de fraude. Le troisième point portera sur les résultats de l'IPC qu'on appelle l'indice de perception de la corruption de 2019 que le Forum civil publie chaque année. Le quatrième point portera sur les manifestations de la corruption et de la fraude dans les systèmes éducatifs. Et le cinquième et dernier point portera sur les conséquences de cette corruption et de cette fraude dans le système éducatif. Comme je l'ai dit tantôt, la corruption est un phénomène très ancien. Pour véritablement comprendre ce phénomène,
il faut partir d'une définition de la société parce que tout se passe au niveau de cette société. André Lalande définit donc la société comme un ensemble d'individus dont les rapports sont consolidés en institutions et garantis par l'existence de sanctions qui sont soit codifiées, soit diffusées et qui font sentir à l'individu l'action et la contrainte de la collectivité. La vie des communautés est de plus en plus marquée par d'importantes disparités économiques, aggravées par une raréfaction continue des ressources naturelles. Les États en particulier, ceux en développement, sont aujourd'hui dans un contexte de crise économique et financière, confrontés à des difficultés structurelles qui plombent sérieusement leur capacité à produire de la richesse. À cette situation sont venus s'ajouter d'autres facteurs parmi lesquels la mauvaise gouvernance dans la gestion des affaires publiques, dont les manifestations les plus visibles sont la corruption, la fraude, ainsi que le blanchiment d'argent qu'on appelle communément le blanchiment des capitaux économiques et sociaux. C'est ainsi que l'on évoque très souvent des faits de corruption avérés ou non dans les systèmes judiciaires, la gestion des finances publiques, au niveau des services publics, ainsi que dans la sphère des décisions politiques, etc. Les répercussions d'une telle influence sont à la mesure de la diversité des domaines et secteurs touchés, notamment le fonctionnement des institutions, la redistribution des richesses, l'accès aux services sociaux de base, la planification économique, la régulation économique et commerciale, etc. Aussi, lutter contre la corruption devient pour les gouvernements un impératif de bonne gouvernance, de développement pour la satisfaction des besoins des populations. Sur le plan international, les États ont très tôt compris l'importance de la prévention et de la lutte contre la corruption pour briser les obstacles au développement. Au niveau national, le Sénégal s'est doté au fil des années d'un cadre juridique et institutionnel s'inspirant des normes, des techniques internationales. C'est ainsi que le Sénégal a ratifié la plupart des instruments juridiques et internationaux comme la Convention de l'Union africaine, la Convention de l'Organisation des Nations Unies dont parlait tout à l'heure M. Kassé. Bien avant et dès le début des indépendances, une volonté de combattre les phénomènes a commencé à transparaître, notamment dans le secteur public, par l'intégration des dispositions de lutte contre la corruption dans la loi 61-33 de 1961 relative au statut général des fonctionnaires. Des structures dédiées, entre autres à la lutte contre la corruption, ont été ensuite érigées, démontrant ainsi l'engagement des autorités publiques à combattre ce phénomène de la corruption. C'est le cas notamment de l'ancienne Commission nationale de lutte contre la non-transparence, la corruption et la concussion, que M. Kassé a expliqué tout à l'heure. Et après l'adoption de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant évidemment code de transparence dans la création des finances publiques, le Sénégal a mis en place, sur initiative du président de la République, l'Office national de lutte contre la fraude et la concussion, appelé communément OFNAC, par le vote de la loi 2012-30 du 28 décembre 2012. Et c'est dans ce même sillage que la loi 2014 portant sur la déclaration de patrimoine a été adoptée afin d'assurer le contrôle de l'évolution du patrimoine de certaines personnes impliquées dans la gestion des affaires publiques. L'efficacité de ces cadres institutionnels et juridiques détermine dans une large mesure la réussite des interventions de l'État en matière de développement économique et social, car pour atteindre les résultats escomptés dans les efforts de développement, il est nécessaire de renforcer les moyens de prévention et la lutte contre la corruption afin que les ressources mobilisées soient dépensées d'une manière efficace et efficiente. La lutte contre la corruption, chers amis, ne saurait être efficace si elle ne part pas d'une claire connaissance de la perception de la population en général et les autres acteurs de la société
en particulier. Phénomène de société, la corruption est un acte répréhensible qui gangrène une société et ralentit son développement à travers ses secteurs de croissance. De nos jours, la corruption a affecté tous les secteurs économiques et même certains secteurs régaliens comme la santé, la sécurité, la justice, etc. Aucun secteur n'est épargné, mais les secteurs éducatifs deviennent de plus en plus affectés par ce phénomène de la fraude et de la corruption. Nous allons maintenant parler de quelques conventions qui ont été ratifiées par le Sénégal par rapport à cette corruption. Il s'agit de 7 conventions que je vais vous lire. Les 3 portent non pas sur des conventions que le Sénégal a ratifiées, mais des conventions dont le Sénégal s'est inspiré pour véritablement combattre cette corruption. La première, c'est la Convention anticorruption de l'Organisation des États américains de 1996. Il y a également la Convention anticorruption de l'Union européenne de 1997, la Convention anticorruption pénale du Conseil de l'Europe de 1999 et la Convention anticorruption civile du Conseil de l'Europe de 1999 toujours. Le protocole de la CEDEAO qui date de 2001, la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption de 2003 et qui donc célèbre sa journée le 11 juillet de chaque année. La Convention des Nations Unies, qu'on appelle communément la Convention de Melinda, contre la criminalité transnationale organisée. Autant pour moi, la Convention des Nations Unies contre la corruption qui est la Convention de Melinda. Voilà donc les quelques conventions au niveau international, mais il y a un cadre juridique au niveau national et ce cadre juridique comporte donc 3 lois. D'abord la loi de 2012 portant création de l'OFNAC, la loi de 2014 portant sur la déclaration de patrimoine et la loi de 2012 également portant sur la gestion des affaires publiques. Ça, ce sont donc les quelques conventions au niveau national, au niveau international que le Sénégal donc a ratifié. Nous allons maintenant définir ce qu'est la corruption pour mieux comprendre ce phénomène. Et cette définition que je vais vous lire est une définition non pas de l'OFNAC, mais de Transparency International, qui est l'organe international qui se charge de lutter contre la corruption, dont le Forum civil est la section sénégalaise ici au Sénégal. Entendu dans son sens strict, la corruption désigne le fait pour une personne investie d'une fonction déterminée, une fonction publique ou privée, de solliciter ou d'accepter un don ou un avantage économique en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte entrant dans le cadre de ces fonctions. C'est ça la définition de transparence de la corruption. Mais la plupart du temps, quand on parle de corruption, on évoque l'existence de 2 acteurs. Il y a le corrupteur et il y a le corrompu. Celui qui donne et celui qui reçoit. On distingue la corruption active, qui est le fait de proposer le don ou l'avantage quelconque à la personne investie de la fonction déterminée. De la corruption passive. La corruption passive est le fait pour la personne investie de la fonction déterminée d'accepter le don ou l'avantage. Mais à côté de cette définition de la corruption, il y a un autre concept que les gens ont tendance à confondre avec la corruption, qui n'est pas loin de la corruption, mais il y a lieu de faire une distinction, un distinguo entre ce concept et la corruption. Ce concept est ce qu'on appelle la concussion. C'est quoi la concussion? Elle désigne une malversation opérée par et pour le compte d'un fonctionnaire. Selon le dictionnaire Larousse, la concussion est une infraction commise par des représentants de l'autorité publique ou une personne chargée d'une mission de service public qui sciemment reçoit, exige ou ordonne de percevoir une somme qui n'est pas due. Pour comprendre ce phénomène de concussion avec celui de la corruption, l'exemple le plus banal qu'on donne la plupart du temps, c'est le policier qui raquette l'usager bien le conducteur. Mais pour faire le distinguo, quand on parle de concussion, si c'est le citoyen qui propose au policier ou bien à l'agent public de lui donner de l'argent, on ne parle pas de corruption. On parle de corruption. Mais si c'est le contraire, si par exemple c'est l'agent public ou bien le policier qui lui demande
qui propose à ce que l'autre partie lui donne, à partir de ce moment, on parle véritablement de conclusion. Il y a une autre notion qu'on devrait également aborder pour la définir. C'est la notion de fraude. Selon le dictionnaire Larousse, la fraude est un acte malhonnête fait dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi ou au règlement. Cette fraude est un délit pénal et puni par le code pénal. Nous allons parler un peu de ce qu'on appelle l'indice de perception de la corruption que le Forum civil publie chaque année. Cet indice que je vais vous lire est un indice de 2019, c'est-à-dire le dernier indice de perception de la corruption qui fait l'état de la corruption dans le monde, l'état de la corruption en Afrique, l'état de la corruption au Sénégal, avec les rangs du Sénégal et d'autres pays de l'Afrique. Mais, avant tout, permettez-moi de dire que en 2016, le rapport de l'OFNAC a sorti un montant de 118 milliards, qui est le dernier montant publié dans son rapport. Ce qui veut dire quoi? Que chaque année, nous perdons à peine 118 milliards dans ces histoires de corruption. Les secteurs où les cas de corruption sont les plus développés sont les suivants. La sécurité publique, 95,9%, la santé, 29,2%, l'éducation, 26,1%, la douane, 15,8%, les impôts et domaines, 6,7%, les mines, 1,4% et l'énergie, 1,4%. Ça veut dire quoi? Que la corruption s'est propagée partout au Sénégal et dans tous les secteurs. Surtout les secteurs les plus insoupçonnés que sont les secteurs de la République. Sur le plan de la lutte contre la corruption, le Sénégal a le même score depuis 2016, qui est véritablement un score de 45 sur 100. Ce qui veut dire que depuis 2016, le Sénégal n'a même pas la moyenne, parce que la moyenne par rapport à cet indice de perception de la corruption est de 50%, et le Sénégal stagne au niveau de la zone rouge avec une moyenne de 45 sur 100. Dans la CEDEAO, seul le Cap-Vert est en dehors de la zone rouge. Dans la zone CEDEAO, le Cap-Vert est en dehors de la zone rouge avec une note de 58% contre 57% dans l'IPC de 2018, d'où une progression d'un point. Et dans la zone de l'UEMOA, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, aucun pays n'a véritablement la moyenne, c'est-à-dire 50 sur 100, ce qui est véritablement très très dommage. En Afrique subsaharienne, les Seychelles sont leaders avec une note de 66%, suivi du Botswana qui a 61 sur 100, du Cap-Vert, comme je l'ai dit tantôt, 58 sur 100, du Rwanda qui a perdu 3 points par rapport à 2018 et qui a 53% au lieu de 56%. Les îles Maurice, 52 sur 100, et de la Namibie qui a 52 sur 100. Ça veut dire quoi? À chaque fois qu'on parle de bonne gouvernance, nous entendons certains pays comme le Sénégal se bomber les torses pour véritablement citer des exemples de bonne gouvernance, mais l'indice de perception de la corruption classe le Sénégal dans la zone rouge. Le cas du Rwanda illustre parfaitement que la lutte contre la corruption doit être quotidienne et régulière. Nous allons parler des manifestations de la corruption dans le domaine éducatif. C'est un sujet que je vais aborder avec beaucoup d'attention parce que l'enseignant qui est à côté de moi va certainement ressortir des différents cas de fraude que nous notons dans le système éducatif parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que les rois. Le roi est là, c'est l'inspecteur, les enseignants sont là. Je ne saurais mieux parler des fraudes et de la corruption dans ce système qu'eux-mêmes. Dans le système éducatif, la fraude et la corruption se manifestent à travers les falsifications des notes, la falsification des diplômes et bulletins de notes, la tricherie, les actes d'état civil à l'approche par exemple des examens, les recrutements clientélistes d'agents peu qualifiés, et également les recrutements fictifs. Les conséquences par rapport à ça, la première conséquence c'est la baisse du niveau des élèves et des étudiants. La deuxième conséquence c'est l'incompétence des enseignants ou bien de certains autres corps de l'administration. Et figurez-vous si par exemple
c'est quelqu'un du domaine de la santé qui fait de la fraude sur son CV. Imaginez les conséquences que cela peut comporter dans le domaine de la santé, que ce soit dans la chirurgie, que ce soit dans un autre domaine de la santé. Et cela occasionne également un fort taux d'échec au niveau du milieu scolaire, suivi donc d'abandon. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer cette communication sans pour autant vous dire que la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, la Commission nationale de lutte contre la corruption sont autant d'organes de contrôle des dépenses publiques, mais dont le rôle n'est pas visible au niveau de l'éducation primaire comme également au niveau du moyen secondaire. Voilà ces quelques mots que je tenais à vous dire par rapport à cette tâche qui m'a été assignée par donc les directeurs de l'ISM. Je remercie tous les participants à ce panel. Remerciements à mon ami Adama Majorfal, que je citais tout à l'heure, qui vient d'arriver. En tout cas, je suis là pour répondre à toutes vos questions et à toutes vos interpellations par rapport à ce sujet. Je vous remercie.